Une femme âgée de 68 ans a demandé un emploi comme nounou chez le millionnaire. Mais en voyant une photo dans le salon, elle est tombée à genoux et a crié un nom qui a fait trembler tout le monde. Le ciel de Bretagne pleurait ce jour-là, comme s'il pressentait la tragédie qui allait s'abattre sur le petit village de Kerlouarn. Hélène Travers, jeune femme de 30 ans aux longs cheveux châtains et au regard déjà marqué par les épreuves, berçait tendrement sa petite Claire, âgée de 6 mois à peine. La fenêtre entr'ouverte de leur modeste chaumière laissait entrer l'odeur de la terre mouillée et le son lointain de la mer. « Tu seras forte, ma petite étoile », chuchotait Hélène à l'oreille de sa fille, dont les yeux bleus la fixaient avec cette intensité propre aux nourrissons. Bien plus forte que ta maman, le bruit des pas lourds sur le chemin de terre la fit sursauter. Jean, son mari, rentrait plus tôt que prévu de la ville. Depuis quelques semaines, il partait chercher du travail et revenait les mains vides, l'haleine chargée d'alcool et le regard plus sombre chaque jour. La porte s'ouvrit avec fracas, laissant apparaître la silhouette massive de Jean, les épaules voûtées sous le poids de la pluie et des dettes. « Il n'y a plus rien à faire, Hélène. C'est fini. » Son ton, étrangement calme, inquiéta Hélène plus que ses habituels éclats de colère. Elle serra instinctivement Claire contre sa poitrine. « De quoi parles-tu, Jean? Qu'est-ce qui est fini? Tout. » Il jeta sur la table une lettre froissée. « Le Crédit Agricole va saisir la maison, les Le Guenec ne peuvent plus nous avancer d'argent, même le père Morvan refuse de me faire crédit à l'épicerie. » Le silence qui suivit fut comme une lame. Tranchant l'air entre eux, Claire émit un petit gazouillis, ignorante du drame qui se jouait. « On s'en sortira », murmura Hélène, serrant les dents pour ne pas céder à la panique. « On a traversé des moments difficiles avant. Je peux reprendre les lessives pour les gens du bourg. Et toi, tu... J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. » Coupa Jean d'une voix blanche. « Un homme de Paris, il cherchait. Il cherche des enfants. Pour des familles qui n'en ont pas. Des familles riches. » Le temps sembla se figer. Hélène sentit son sang se glacer dans ses veines. « Non, » souffla-t-elle. Comprenant soudain, elle se leva, reculant vers le coin de la pièce. Claire toujours contre elle. « Non, Jean, tu ne peux pas penser à ça, c'est notre fille. 5 000 francs, Hélène. » Son regard brillait d'un éclat fiévreux. « Ça nous permettrait de repartir à zéro, de sauver la maison, de peut-être avoir d'autres enfants plus tard. » D'autres enfants. La voix d'Hélène monta dans les aigus. « Tu parles de vendre notre bébé comme une marchandise, et tu penses déjà à la remplacer. » Jean s'approcha, le visage déformé par un mélange de désespoir et de détermination. « Elle aura une vie meilleure que tout ce qu'on pourrait lui offrir. Une grande maison, des études, des beaux vêtements. »« Je ne te laisserai pas faire ça, » trancha Hélène, la voix tremblante de rage et de peur. Ce qui suivit resta à jamais gravé dans la mémoire d'Hélène, comme une série d'images brutales et fragmentées. Jean lui arrachant Claire des bras malgré ses cris et ses coups. La petite hurlant, terrifiée par la violence soudaine. Elle-même, tombant à genoux, impuissante, tandis que Jean fourrait quelques affaires de bébé dans un sac, puis la porte qui claque, le bruit du moteur de la vieille Citroën qui démarre, et le silence assourdissant qui suivit. Les 3 jours suivants furent un brouillard de douleur et d'incrédulité. Hélène parcourut les routes à pied, faisant du stop jusqu'à Rennes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu un homme avec un bébé. Elle alla à la gendarmerie, mais sans preuve de maltraitance, et avec un mari légalement en droit de voyager avec sa propre fille, les autorités ne purent rien faire. Quand Jean revint, seul, les poches pleines et le regard fuyant, Hélène comprit que c'était irréversible. Il lui tendit une liasse de billets. Ils l'ont emmenée à Paris. Ce sont des gens bien, cultivés. Elle s'appellera. Différemment maintenant, c'est mieux ainsi, Hélène. Ce soir-là, elle quitta la maison, emportant seulement la couverture préférée de Claire et une petite mèche de cheveux conservée précieusement après son premier anniversaire. Elle laissa Jean avec son argent maudit et ses justifications pitoyables. Les années passèrent, transformant la jeune Hélène en une femme usée par la quête impossible. Elle changea de région, travaillant comme femme de ménage, serveuse, ouvrière textile, n'importe quoi pour survivre et économiser de quoi poursuivre ses recherches. Les rares pistes qu'elle trouva ne menèrent à rien. Le réseau d'adoption clandestin était bien organisé, protégé par des gens influents que la disparition d'une enfant de pauvre ne perturbait guère. À 40 ans, elle avait parcouru la moitié de la France. À 50, elle commença à visiter les écoles et universités parisiennes, espérant apercevoir une jeune femme au sourire familier. À 60,
Ses économies fondues dans des détectives privés incompétents, elle continuait de scruter les visages des femmes qu'elle croisait, cherchant les traits de sa petite étoile, la veille de ses 75 ans, assise dans son minuscule appartement de la banlieue lyonnaise. Hélène contempla la couverture élimée de Claire, des dizaines d'enquêtes abandonnées, des centaines de fausses pistes, et pourtant, la douleur restait aussi vive qu'au premier jour. « Je te retrouverai », murmura-t-elle en caressant le tissu usé. « Je t'ai cherché toute ma vie, et je ne m'arrêterai pas tant que mon cœur battra. C'est une promesse, ma petite étoile. » Cette nuit-là, en regardant par la fenêtre le ciel étoilé au-dessus des immeubles gris, Hélène fit un vœu, comme elle le faisait chaque année depuis 45 ans. Mais cette fois, quelque chose en elle sentit que la fin de sa quête approchait, pour le meilleur ou pour le pire. Elle touchait au but. Cette certitude inexplicable lui donna la force de faire ce qu'elle devait faire dès le lendemain. Continuer à chercher, malgré le poids des années et des déceptions, car une mère n'abandonne jamais. Le réveil sonna à 6 heures. Comme tous les matins, Hélène éteignit d'un geste las la sonnerie stridente et se redressa lentement sur son lit étroit. Ses articulations protestèrent, comme à chaque réveil depuis quelques années. L'appartement était silencieux, hormis le ronronnement discret du réfrigérateur et le bruit lointain de la circulation qui s'intensifiait déjà dans les rues de Lyon. « Bon anniversaire, Hélène !» murmura-t-elle pour elle-même avec un sourire désabusé. 75 ans, un âge où la plupart des femmes profitèrent de leurs petits-enfants, tricotaient devant la télévision ou participaient aux sorties organisées pour le 3e âge. Mais Hélène n'avait pas ce luxe. Sa pension de retraite, après une vie de petits boulots souvent non déclarés, ne suffisait plus à couvrir le loyer de son 2 pièces dans ce quartier populaire de la banlieue lyonnaise. Le miroir de la salle de bain lui renvoya l'image d'une femme aux cheveux gris coupés courts, aux yeux clairs, toujours vifs, malgré les rides qui les entouraient. Elle n'était pas de ces personnes qui se plaignent sans cesse. La vie l'avait endurcie, certes, mais elle avait gardé une dignité tranquille, qui impressionnait ceux qui prenaient le temps de la connaître. Après un petit déjeuner frugal, une tasse de café et une tartine de confiture faite maison, Hélène s'installa à sa petite table et ouvrit le journal local qu'elle s'autorisait comme seule dépense superflue. Son regard fut immédiatement attiré par les petites annonces. Depuis 2 semaines, elle cherchait activement du travail. N'importe quoi qui lui permettrait de joindre les 2 bouts. Recherche femme de ménage, moins de 55 ans. Elle soupira et continua à lire. Garde d'enfants, expérience requise, moins de 60 ans souhaitée. Partout, la même barrière invisible mais infranchissable. L'âge, comme si, passé un certain cap, on devenait soudain incapable de tenir un balai ou de s'occuper d'un enfant. Un seul numéro attira son attention. Famille, cherche personne mature et expérimentée pour garde d'enfants, quartier rennais. Pas de limite d'âge mentionnée. C'était peu, mais c'était un espoir. Hélène s'habilla avec soin, choisissant sa jupe bleu marine la mieux conservée et un chemisier blanc amidonné. Elle noua autour de son cou un foulard fleuri, son petit plaisir, ces foulards colorés qui égayaient sa tenue, et enfila ses chaussures les plus confortables. La journée serait longue. Le trajet en bus jusqu'au centre de Lyon lui prit presque 1 heure. À Ainay, le quartier bourgeois par excellence, des immeubles haussmanniens, des boutiques de luxe, des voitures rutilantes, un monde qui semblait appartenir à une autre planète que le sien, la première entrevue fut brève et humiliante. « Vous comprenez ?» expliqua la jeune mère avec un sourire gêné. « Nous cherchons quelqu'un qui ait l'énergie de suivre notre Jules. Il a 4 ans et il est très actif. » La deuxième ne fut guère mieux. « Oh, mais l'annonce précisait pourtant « personne mature, pas, enfin ». La femme élégante s'interrompit, cherchant visiblement un mot qui ne serait pas trop blessant. « Nous pensions à quelqu'un d'une 50aine d'années. Vous voyez, à midi, épuisée par 3 refus consécutifs, Hélène s'assit sur un banc public pour manger le sandwich qu'elle avait préparé avant de partir. Il lui restait 2 adresses, 2 dernières chances avant de devoir rentrer et chercher d'autres solutions. L'avant-dernière visite se solda par un nouveau refus. À peine voilée derrière des explications embarrassées, découragée mais déterminée, Hélène consulta son petit carnet. La dernière adresse se trouvait à quelques rues de là, une propriété qui occupait, selon le plan, presque la moitié d'un pâté de maison. Arrivée devant le portail en fer forgé, elle hésita. Derrière les grilles s'étendait un jardin impeccable, et au bout d'une allée de gravier blanc se dressait une imposante demeure de style néoclassique, le genre d'endroit où les gens comme elle entraient par la porte de service,
Elle appuya sur l'interphone, le cœur battant. Oui, une voix masculine, grave et légèrement impatiente. « Bonjour, je viens pour l'annonce concernant la garde d'enfants. » Un silence, puis le bruit du portail qui se déverrouille électroniquement. Entrez et suivez l'allée jusqu'à la porte principale. Le gravier crissait sous ses pas, tandis qu'elle remontait l'allée bordée de rosiers parfaitement taillés. La porte d'entrée, massive, s'ouvrit avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. L'homme qui se tenait sur le seuil la surprit. Elle s'attendait à un majordome ou à un employé, mais l'élégance naturelle de sa posture, son costume sur mesure et son regard direct indiquaient clairement qu'il était le maître des lieux. « Monsieur Blanchet ?» hasarda-t-elle. « Antoine Blanchet, oui. » Il l'observa un instant, et elle se sentit soudain consciente de chaque ride sur son visage, de chaque marque du temps. « Entrez, je vous prie. » L'intérieur était à l'image de l'extérieur, imposant, luxueux, mais étrangement froid. Des meubles anciens, des œuvres d'art sur les murs, mais peu de signes de vie quotidienne. « Asseyez-vous », dit-il en lui indiquant un fauteuil dans ce qui semblait être un petit salon d'accueil. « Vous êtes ici pour le poste de garde d'enfants, donc votre nom. » Hélène Travers. Âge. Sa question était directe. Sans la gêne habituelle qui accompagnait cette interrogation, 75 ans. Elle le regarda droit dans les yeux, prête à voir apparaître la même expression polie mais déçue qu'elle avait croisée toute la journée. À sa grande surprise, Antoine Blanchet ne manifesta aucun signe de rejet. « Avez-vous de l'expérience avec les enfants ?» Madame Travers. « J'ai... » Elle hésita, la douleur familière lui serrant la gorge. « J'ai eu une fille, il y a longtemps, et j'ai gardé beaucoup d'enfants au cours de ma vie. Des voisins, principalement. » Il hocha la tête, l'étudiant avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Antoine Blanchet devait avoir une 50aine d'années, peut-être un peu moins, un visage aux traits réguliers, marqué par ce qui semblait être une tristesse profonde et ancienne. « Ma fille s'appelle Léa, » dit-il finalement. « Elle a 6 ans. Sa mère est décédée il y a 18 mois. Je suis désolée, » murmura Hélène, sincèrement touchée. Quelque chose changea imperceptiblement dans le regard de l'homme. Une sorte de reconnaissance, comme s'il avait détecté dans sa voix une familiarité avec la douleur qu'il portait lui-même. « Nous avons eu plusieurs nounous depuis, mais aucune n'est restée. Léa est... Elle a du mal à s'attacher depuis que Claire, ma femme, nous a quittés. » Il se leva brusquement et lui fit signe de le suivre. « Venez, je vais vous présenter à Léa, c'est elle qui décidera. » Ils traversèrent plusieurs pièces, toutes aussi élégantes et impersonnelles que la première. Avant d'arriver dans une salle de jeux colorée qui contrastait vivement avec le reste de la maison, une petite fille aux longs cheveux châtains était assise par terre, entourée de poupées. « Léa, voici Madame Travers. Elle est venue pour le poste de nounou. » La fillette leva la tête, et Hélène sentit son cœur manquer un battement. Ses yeux, un bleu si particulier, comme celui de sa petite Claire, elle se ressaisit rapidement, consciente du regard scrutateur d'Antoine Blanchet. « Bonjour Léa, » dit-elle doucement, en s'accroupissant malgré ses genoux douloureux pour être au niveau de l'enfant. « Tu as de très belles poupées. » La petite l'observa un moment, le visage sérieux, avant de tendre silencieusement une poupée vers elle. Hélène la prit délicatement, comme le présent précieux qu'elle était. « Elle s'appelle Étoile, » dit Léa d'une petite voix, « parce qu'elle brille dans le noir. » Étoile, ma petite étoile. Les mots qu'elle murmurait à Claire résonnèrent dans sa mémoire. Hélène sourit pour masquer son trouble. « C'est un très joli nom, » répondit-elle. « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ?» À part jouer avec Étoile, ce simple échange sembla suffire à Antoine Blanchet. Il les observa un moment, puis hocha la tête comme s'il venait de prendre une décision. « Le poste est à vous, Madame Travers. Si vous le souhaitez, nous discuterons des détails pratiques ensuite. » Tandis que Léa retournait à ses jeux, apparemment satisfaite de cette nouvelle présence, Hélène se releva lentement. La vie venait de lui offrir une nouvelle chance, et quelque chose au fond d'elle-même, l'instinct qui l'avait guidée pendant 45 ans, lui soufflait que ce n'était pas un hasard. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Hélène avait franchi pour la première fois le seuil de la demeure des Blanchet. Ses journées avaient rapidement pris un rythme régulier. Arrivée à 8 heures, préparation du petit déjeuner de Léa, puis activités diverses selon l'emploi du temps de la fillette. Antoine Blanchet, quant à lui, restait une énigme, souvent absent pour affaires. Il rentrait tard et passait peu de temps avec sa fille. Malgré un amour évident pour elle,
Ce matin-là, Hélène préparait des crêpes dans la cuisine spacieuse. C'était samedi, et Léa n'avait pas école. « Je peux mettre la confiture toute seule », annonça fièrement la petite. Debout sur un tabouret près du comptoir, Hélène sourit. « Bien sûr, ma grande. Fais attention de ne pas en mettre partout. » Ce « ma grande » lui avait échappé naturellement, et Léa ne semblait pas s'en formaliser. Au contraire, la fillette s'épanouissait doucement au contact d'Hélène. Une confiance fragile s'établissait entre elles. « Papa dit qu'on peut visiter toute la maison aujourd'hui », déclara Léa en mordant dans sa crêpe. « Il a dit que tu pouvais me montrer les endroits que je connais pas encore. » Hélène fut surprise. Jusqu'à présent, leur déplacement s'était limité à quelques pièces. La chambre de Léa, la salle de jeu, la cuisine et le petit salon. La propriété était immense. Et elle-même n'en connaissait qu'une fraction. « Ton papa t'a dit ça. Eh bien, c'est une excellente idée. Par où veux-tu commencer ?» Léa réfléchit un instant, ses yeux bleus, ses yeux qui troublaient tant Hélène, brillants d'excitation. « Par la grande bibliothèque, celle où papa travaille parfois. Il a dit que je pouvais y aller maintenant que je suis grande. » Après le petit déjeuner, et une fois Léa habillée d'une jolie robe jaune, elles entamèrent leur exploration. La bibliothèque était effectivement impressionnante. 2 étages de livres reliés, des échelles coulissantes et de confortables fauteuils en cuir. Léa gambadait entre les rayonnages, émerveillée. C'était la pièce préférée de maman, confia-t-elle soudain, s'arrêtant devant une section dédiée à la poésie. Papa me l'a dit, elle lisait beaucoup. Hélène sentit son cœur se serrer. Claire, la défunte épouse d'Antoine et mère de Léa, restait un sujet rarement abordé. Elle savait seulement qu'elle était décédée d'une longue maladie. « Ta maman devait être une femme très intelligente », dit doucement Hélène. Léa hocha la tête avec conviction. Elle était la plus intelligente du monde, et aussi la plus jolie. « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Sans attendre. La fillette sortit de la bibliothèque et entraîna Hélène à travers un couloir qu'elles n'avaient jamais emprunté ensemble. Elles arrivèrent devant une double porte en bois sculptée. « C'est le grand salon », expliqua Léa en poussant l'une des portes. La pièce qui s'offrit à leurs yeux était majestueuse. Haut plafond orné de moulures, immenses fenêtres donnant sur le jardin. Mobilier ancien mais élégant. Mais ce qui attira immédiatement le regard d'Hélène fut l'espace aménagé près de la cheminée de marbre. Une petite table ronde, couverte d'un apron en dentelle, accueillait plusieurs photographies dans des cadres argentés, des bougies partiellement consumées et un vase de roses fraîches. C'était visiblement un mémorial, un autel dédié à la mémoire de Claire Blanchet. « C'est là que papa vient parler à maman », chuchota Léa, comme si elle craignait de troubler la solennité du lieu. « Il dit qu'elle peut nous entendre. Tu crois que c'est vrai ?» Hélène ne répondit pas immédiatement, trop absorbée par les photographies, une en particulier, plus grande que les autres, trônait au centre de la table. Elle montrait une jeune femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains et au sourire lumineux. Elle était assise dans un jardin, probablement celui de cette même propriété, un livre ouvert sur les genoux. « Hélène, tu crois que maman peut m'entendre quand je lui parle ?» La voix de Léa semblait venir de très loin. Hélène ne pouvait détacher son regard de la photographie. Ses traits, ce sourire, ce petit signe particulier près de l'œil gauche. Une tache de naissance en forme de croissant à peine visible, la même que celle qu'avait sa petite Claire. Le monde se mit à tourner autour d'elle. Des points noirs dansèrent devant ses yeux, ses jambes cédèrent, et elle s'effondra à genoux devant le mémorial. « Hélène !» cria Léa paniquée. « Hélène, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Hélène n'entendait plus rien. Les souvenirs déferlaient, implacables. Claire bébé dans ses bras, la tache de naissance qu'elle embrassait en la berçant, la couverture brodée qu'elle avait conservée toutes ces années, la douleur, aiguë comme au premier jour, lui transperça la poitrine. « Ma fille !» murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur son visage ridé. « Ma petite étoile !» Elle tendit une main tremblante vers la photographie, effleurant du bout des doigts le visage souriant de cette femme qu'elle n'avait pas vue grandir. Sa fille, sa Claire, retrouvée trop tard. Madame Travers, la voix autoritaire d'Antoine Blanchet, la ramena brutalement à la réalité. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage tendu. « Papa !» Léa courut vers son père. « Hélène est tombée, elle pleure. Je crois qu'elle est malade. » Antoine s'approcha rapidement, s'agenouillant à côté d'Hélène. « Que se passe-t-il »
Vous ne vous sentez pas bien ?» Hélène essaya de parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Comment lui dire que cette femme qu'il avait aimée, cette Claire qu'il pleurait encore, était l'enfant qu'on lui avait arraché 45 ans plus tôt? Cette photo, balbutia-t-elle, incapable de formuler une phrase cohérente. Antoine suivit son regard vers le portrait de Claire. Son expression se durcit. « Léa, ma chérie, peux-tu aller dans ta chambre un moment? Madame Josette va venir te tenir compagnie. » Mais Hélène va bien. Elle a juste besoin de se reposer. Nous te rejoindrons bientôt. À contre-cœur, la fillette quitta la pièce. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Antoine se tourna vers Hélène, le visage grave. « J'exige une explication, Madame Traverse. Pourquoi réagissez-vous ainsi devant la photo de ma défunte épouse ?» Sa voix était froide, presque accusatrice. Hélène prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements erratiques de son cœur. « Monsieur Blanchet, cette femme, votre Claire, je crois, non, je suis certaine que c'est ma fille. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Antoine la fixait comme si elle venait de proférer le plus horrible des blasphèmes. « Je vous demande pardon. Ma fille, » répéta Hélène, plus fermement cette fois. « On me l'a enlevée quand elle avait 6 mois. Son père l'a vendue à une famille riche de Paris. Cela fait 45 ans que je la cherche. » Elle pointa du doigt la photographie. Cette tache de naissance près de son œil gauche. Claire l'avait depuis sa naissance, et ses yeux, ce sont les mêmes. Je reconnaîtrai ma fille entre 1000, monsieur Blanchet. Antoine se releva brusquement, comme s'il ne supportait plus la proximité avec elle. C'est absurde. Claire a grandi dans une famille respectable, les Dufresne. C'étaient des amis proches de mes parents, les Dufresne de Paris. Hélène sentit un frisson la parcourir. Ce nom, elle l'avait entendu une fois, lors de ses recherches désespérées. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? La surprise qui traversa le visage d'Antoine confirma ses soupçons. « Comment savez-vous cela? » « Parce que j'ai passé ma vie à chercher ma fille, monsieur Blanchet. J'ai suivi chaque piste, aussi infime soit-elle. Les Dufresne figuraient sur une liste de familles soupçonnées d'avoir participé à un réseau d'adoptions illégales dans les années 70. » Antoine secouait la tête, refusant d'accepter ce qu'il entendait. « Non, c'est impossible. Claire était leur fille légitimement adoptée. » Légitimement. La voix d'Hélène se brisa. « Ma fille m'a été arrachée. Il n'y a rien de légitime là-dedans. » Leurs regards s'affrontèrent, celui d'Hélène empli de douleur et de détermination. Celui d'Antoine de confusion et d'incrédulité, la tension était palpable dans l'air. Finalement, Antoine se détourna et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant le jardin en silence. Quand il reprit la parole, sa voix était à peine audible. « Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ?» Hélène se releva péniblement, ses vieilles jambes protestant après être restées si longtemps sur le sol dur. « J'ai sa couverture d'enfant et une mèche de ses cheveux, coupée avant qu'elle ne... » Sa voix se brisa à nouveau. « Avant qu'elle ne disparaisse. Les tests ADN peuvent prouver que j'étais sa mère. » Antoine ferma les yeux un instant, comme assailli par un poids invisible. « Si ce que vous dites est vrai, Madame Traverse... » Il laissa sa phrase en suspens, incapable de formuler les implications vertigineuses de cette révélation. Hélène s'approcha du mémorial et posa doucement sa main sur la photographie de Claire. « Ma petite fille, » murmura-t-elle, « je t'ai retrouvée trop tard. » Antoine Blanchet n'avait pas dormi. Les cernes sous ses yeux témoignaient de sa nuit blanche, passé à tourner et retourner les révélations d'Hélène dans son esprit. Assis à son bureau, il contemplait la pile de documents qu'il avait sortis du coffre-fort familial. L'acte d'adoption de Claire, des photographies jaunies, des lettres échangées entre ses parents et les Dufresne, après la scène dans le salon. Il avait demandé à Hélène de rentrer chez elle pour la journée, prétextant auprès de Léa que sa nounou ne se sentait pas bien. Il avait besoin de temps, de solitude pour réfléchir à cette situation impossible. Le soleil commençait à peine à se lever quand il entendit la sonnette. Il jeta un œil à sa montre. 6h30, trop tôt pour que ce soit Hélène, qui ne devait revenir qu'à 8h. S'il décidait de la laisser revenir, il descendit ouvrir lui-même, congédiant d'un geste la gouvernante qui s'apprêtait à le faire. Sur le seuil se tenait un homme d'une 60aine d'années, en costume sobre. « Victor », dit simplement Antoine en s'effaçant pour le laisser entrer. Victor Lamier était bien plus qu'un avocat pour les Blanchet, confident de la famille depuis 3 générations.
Ils connaissaient leurs secrets les plus intimes. « J'ai reçu ton message, Antoine. Ça semblait urgent. » Ils s'installèrent dans le bureau. Antoine servit 2 cafés et poussa vers son visiteur les documents étalés sur la table. « Je veux tout savoir sur l'adoption de Claire, tout ce qui n'est pas dans ces papiers. » Victor soupira, passant une main lasse sur son visage. « Pourquoi remuer le passé, Antoine? Claire n'est plus là, parce que sa mère biologique est apparemment bien vivante et qu'elle travaille chez moi comme nounou de Léa. » L'avocat manqua de renverser sa tasse. « Comment ?» Antoine lui résuma brièvement la situation. Hélène Travers, ses recherches pendant 45 ans, sa réaction face à la photographie de Claire. À mesure qu'il parlait, le visage de Victor se fermait, devenant presque gris. « C'est compliqué, Antoine. Je m'en doute, mais j'ai besoin de savoir, pour Léa, pour cette femme qui a passé sa vie à chercher sa fille, et pour Claire, qui n'a jamais su la vérité. » Victor se leva et fit quelques pas dans la pièce, comme pour gagner du temps. « Les Dufresne ne pouvaient pas avoir d'enfants, » commença-t-il. Élisabeth Dufresne, en particulier, était désespérée. Ton père et Robert Dufresne étaient comme des frères, tu le sais. Quand les Dufresne ont émis le souhait d'adopter, ton père a... Disons qu'il a mobilisé certaines ressources. Des ressources. Antoine sentit un frisson d'appréhension le parcourir. À l'époque, les adoptions légales étaient compliquées, les listes d'attente interminables. Ton père connaissait quelqu'un qui pouvait accélérer le processus? Antoine se raidit. Tu es en train de me dire que mon père a participé à un trafic d'enfants? Non, protesta Victor avec véhémence. Il a simplement mis les Dufresne en contact avec certaines personnes, des intermédiaires. L'argent a changé de main, bien sûr, mais Charles n'a jamais touché un centime. Il voulait aider ses amis. Et ses intermédiaires, ils kidnappèrent des enfants. Victor détourna le regard. Pas exactement. Ils ciblaient des familles, en grande difficulté financière, des gens désespérés, prêts à vendre leurs enfants, termina Antoine écœuré. Les Dufresne ignoraient ces détails, ajouta rapidement Victor. Ils pensaient que tout était légal, que la mère avait volontairement abandonné son bébé, les papiers d'adoption ont été antidatés, tout a été fait dans les règles. Enfin, en apparence. Antoine se leva brusquement, renversant presque sa chaise. La colère montait en lui. Incontrôlable. Mon père était donc complice d'un trafic d'enfants, et pendant qu'une femme comme Hélène Travers passait sa vie à chercher sa fille, la bonne société se voilait la face en prétendant que tout était pour le bien de l'enfant. Les choses étaient différentes à l'époque, Antoine. La souffrance d'une mère n'a pas d'époque, Victor. Il frappa du poing sur la table. Et Claire, ma Claire, elle n'a jamais su. Victor secoua la tête. Les Dufresne ont toujours maintenu qu'elle était adoptée légalement. Ils lui ont dit quand elle avait 18 ans. Elle a accepté la situation. N'a jamais cherché à retrouver sa mère biologique. Du moins, pas à ma connaissance. Antoine se rassit lentement, accablé. Et maintenant, je me retrouve avec la mère biologique de ma défunte femme sous mon toit, s'occupant de notre fille. Quelle ironie cruelle. Que comptes-tu faire? C'était la question qui l'avait tourmenté toute la nuit. Que devait-il faire? Renvoyer Hélène? Lui permettre de faire partie de la vie de Léa? Comment expliquer à une enfant de 6 ans que sa grand-mère maternelle venait subitement d'apparaître? Je ne sais pas, Victor. Je ne sais vraiment pas. Le bruit d'une voiture dans l'allée attira son attention. Par la fenêtre, il aperçut Hélène qui descendait d'un taxi, son sac à main serré contre elle. Elle semblait avoir encore moins dormi que lui. « Elle est là », dit-il simplement. Victor rassembla rapidement les documents. « Je te conseille la prudence, Antoine, si cette histoire devient publique. Tu penses à la réputation des Blanchet ?» Antoine eut un rire sans joie. « Ma femme est morte sans connaître ses origines à cause de notre précieuse réputation, et cette femme a perdu sa fille. Je crois que nous leur devons au moins la vérité. » Il raccompagna Victor à la porte arrière, évitant ainsi une rencontre avec Hélène, puis se dirigea vers le hall d'entrée. Elle l'y attendait, le dos droit malgré la fatigue évidente qui se lisait sur son visage. « Madame Travers. Monsieur Blanchet ?» Sa voix était ferme. « Je comprendrais si vous ne souhaitiez plus me voir ici, mais j'ai fait quelques recherches cette nuit, » la coupa-t-il, « et j'ai consulté certains documents familiaux. » Il l'invita à le suivre dans un petit salon, loin des oreilles de Léa qui dormait encore. Une fois la porte fermée, il lui fit face. « J'ai des raisons de croire que vous dites la vérité.
Le soulagement qui traversa le visage d'Hélène fut presque douloureux à observer. « Mais je dois en être absolument certain, » poursuivit-il. « Pour Léa, pour ma famille, je vais demander un test ADN. » Hélène acquiesça lentement. « Bien sûr, j'ai apporté ceci. » Elle ouvrit son sac et en sortit un petit écrin en bois usé par le temps. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un mouchoir en tissu, se trouvait une mèche de cheveux blonds attachée par un ruban bleu décoloré. « Ses premiers cheveux, » murmura-t-elle, coupés quelques jours avant qu'elle ne disparaisse. Antoine contempla cette relique d'une vie brisée, cette preuve tangible de l'amour maternel qui avait survécu à 4 décennies de séparation. « Nous ferons les tests, » dit-il doucement. « Mais en attendant les résultats, j'aimerais que vous continuiez à travailler ici. Léa s'est attachée à vous. » Il hésita. « Vous êtes la grand-mère de ma fille. Si ce que vous dites est vrai, et je commence à le croire, vous avez le droit de la connaître. » Les yeux d'Hélène s'emplirent de larmes. « Merci, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien à Léa pour l'instant. Pas avant que nous soyons absolument certains. Elle a déjà perdu sa mère. Je ne veux pas qu'elle subisse plus de bouleversements. » Je comprends. Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et de questions sans réponse. Finalement, Antoine se dirigea vers une commode et en sortit un album photo qu'il tendit à Hélène. « C'est clair. De ses 18 ans à... jusqu'à la fin, je pense que vous aimeriez voir comment votre fille a grandi. » Les mains d'Hélène tremblaient en recevant l'album, ce condensé de vie qu'elle n'avait pas pu partager. « Elle était très aimée, » ajouta Antoine. « Les Dufresne n'étaient pas... Ils ont été de bons parents, même si la façon dont ils l'ont obtenu était répréhensible. Et moi, » sa voix se brisa légèrement. « Je l'ai aimée de tout mon cœur. »« Je n'en doute pas, » répondit Hélène. « Et je vous remercie de me permettre de la connaître, même si c'est trop tard. » Le bruit de petits pas dans le couloir leur signala que Léa était réveillée. Antoine rangea précipitamment l'écrin contenant la mèche de cheveux. « Nous continuerons cette conversation plus tard, » dit-il rapidement. « Pour l'instant, soyons simplement là pour Léa. » Hélène acquiesça et essuya discrètement ses larmes. Quand la porte s'ouvrit sur une petite fille aux yeux encore gonflés de sommeil, elle accueillit sa petite fille avec un sourire qui cachait à la fois une douleur immense et une joie retrouvée. Les résultats du test ADN arrivèrent 2 semaines plus tard, dans une enveloppe discrète adressée personnellement à Antoine. Il la garda dans sa poche toute la journée, attendant le moment propice pour la consulter. Ce ne fut qu'en fin de soirée, après que Léa se soit endormie et qu'Hélène soit rentrée chez elle, qu'il s'autorisa enfin à l'ouvrir dans la solitude de son bureau. Les termes scientifiques et les pourcentages dansaient devant ses yeux, mais la conclusion était sans appel. La probabilité qu'Hélène Travers soit la mère biologique de Claire Dufresne Blanchet était de 98,18%. La vérité était désormais incontestable. Antoine reposa les papiers sur son bureau et se servit un verre de cognac qu'il vida d'un trait. Il n'éprouvait aucune surprise, juste un mélange complexe d'émotions, culpabilité, tristesse, colère contre sa propre famille et les Dufresne, et, étrangement, un certain soulagement. Claire avait toujours ressenti un vide inexplicable, une mélancolie qu'elle n'arrivait pas à définir. Peut-être était-ce cette part d'elle-même qui manquait, cette mère qu'il avait cherchée sans relâche. Le lendemain matin, il attendit Hélène dans le hall d'entrée. Elle comprit immédiatement à son expression que les résultats étaient arrivés. « C'est positif », dit-il simplement en lui tendant l'enveloppe. Elle la prit, mais ne l'ouvrit pas, comme si elle n'avait pas besoin de cette confirmation scientifique pour ce que son cœur savait depuis toujours. « Je n'ai jamais douté », murmura-t-elle. Un silence s'installa entre eux, chargé de la conscience aiguë de la situation extraordinaire qui les liait désormais. « Nous devons décider comment procéder », reprit finalement Antoine. Pour Léa, le visage d'Hélène s'illumina à la mention de sa petite fille. Avant de s'assombrir d'inquiétude, comment lui expliquer « Elle est si jeune. Les enfants comprennent plus qu'on ne le croit. Mais vous avez raison. Nous devons être prudents. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Léa, fraîchement réveillée et impatiente de commencer sa journée avec Hélène. Au fil des dernières semaines, leur lien s'était considérablement renforcé. Léa, qui avait été si réservée avec les précédentes nounous, s'était ouverte à Hélène comme une fleur au soleil. « On fait des crêpes ce matin ?» demanda-t-elle en prenant la main d'Hélène. Antoine observa ce geste simple mais profondément significatif. Le sang appelait le sang, sans même qu'elles en eurent conscience.
Des crêpes, bien sûr, répondit Hélène en adressant un regard entendu à Antoine. Plus tard, ce même jour, alors que Léa était à son cours de danse, Antoine et Hélène s'installèrent dans le jardin pour parler plus librement. « J'aimerais que vous me racontiez votre vie », demanda soudainement Antoine. Après la disparition de Claire, Hélène hésita. Ces 45 années de solitude et de recherche n'étaient pas faciles à résumer. « J'ai quitté mon mari le jour même où il est revenu sans Claire », commença-t-elle. « Je n'ai jamais pu lui pardonner. Ensuite, j'ai déménagé à Paris, pensant qu'elle y était. J'ai travaillé comme femme de ménage, serveuse, tout ce que je pouvais trouver. Chaque centime que j'économisais allait dans mes recherches. » Elle lui raconta les détectives privés incompétents ou véreux, les fausses pistes, les espoirs déçus. Comment, sans argent ni relation, une simple femme du peuple pouvait difficilement défier un système qui protégeait les puissants. « J'ai failli la retrouver une fois », confia-t-elle, les yeux perdus dans le vague. En 1985, une assistante sociale m'avait parlé d'une jeune fille qui correspondait à la description que je donnais. Elle s'appelait Claire. J'ai attendu pendant des heures devant son école, mais quand elle est sortie, ce n'était pas elle. Antoine écoutait en silence, mesurant pleinement pour la première fois l'ampleur de l'injustice qui avait été commise. Il avait toujours vu les Dufresne comme des gens respectables. Des amis de sa famille, découvrir qu'ils avaient, même sans le savoir complètement, participé à un tel drame humain était bouleversant. Et Claire, comment était-elle ? Demanda doucement Hélène. Comme personne, je veux dire, pas seulement comme épouse ou mère. Antoine sourit, un sourire teinté de mélancolie. Complexe, brillante, elle était professeure de littérature à l'université, elle adorait la poésie, surtout Apollinaire. Elle pouvait réciter des strophes entières de mémoire. Il marqua une pause. Mais il y avait cette part d'ombre en elle, cette tristesse que rien ne semblait pouvoir effacer complètement. Même les jours de bonheur intense, il y avait comme une brume légère dans son regard. Hélène hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il décrivait. « Le manque », dit-elle simplement. « On peut vivre avec, on peut même être heureux, mais il est toujours là. » Leur conversation se poursuivit pendant des heures, reconstruisant ensemble la vie de Claire, pièce par pièce. Pour Antoine, c'était comme redécouvrir sa femme sous un nouvel angle. Pour Hélène, c'était enfin connaître la fille qu'elle avait perdue. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Chaque soir, après avoir couché Léa, Antoine et Hélène passaient un moment ensemble. Partageant souvenirs et anecdotes, parfois, ils restaient simplement silencieux, contemplant des photographies de Claire. Une semaine après les résultats du test ADN, alors qu'Hélène lisait une histoire à Léa pour l'endormir, la petite fille posa soudain une question qui les prit tous deux au dépourvu. « Pourquoi tu n'as pas de photos chez toi, Hélène ?» Hélène, surprise, referma doucement le livre. « Comment sais-tu que je n'ai pas de photos chez moi ? Papa m'a dit que tu vivais toute seule dans un petit appartement. Tu as des photos de ta famille. » Hélène jeta un regard désemparé à Antoine, qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Il hocha imperceptiblement la tête, lui donnant silencieusement la permission qu'elle cherchait. « Non, ma chérie, je n'ai pas beaucoup de photos. » Elle prit une profonde inspiration. « Ma famille, c'est une longue histoire. J'avais une petite fille, il y a très longtemps. Mais je l'ai perdue. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Elle est morte comme maman. » « Non, pas exactement. Elle a été emmenée loin de moi quand elle était bébé, et je n'ai jamais pu la retrouver. »« Tu l'as cherchée ?» demanda Léa, fascinée par cette histoire. « Oui, pendant très longtemps. Toute ma vie, en fait. » Léa réfléchit un moment, son petit visage sérieux dans la pénombre de sa chambre. Comment elle s'appelait ? Hélène hésita à nouveau, cherchant le regard d'Antoine. Il s'approcha et s'assit au bord du lit. « Elle s'appelait Claire, comme ta maman, » répondit-il doucement. Un silence s'installa dans la chambre. Léa regardait alternativement son père et Hélène, essayant visiblement de comprendre ce qu'on ne lui disait pas encore. « C'est pour ça que tu étais triste quand tu as vu la photo de maman ?» demanda-t-elle à Hélène, avec cette perspicacité troublante que possèdent parfois les enfants. « Oui, ma chérie. Tu croyais que c'était ta fille ?» Hélène sentit sa gorge se nouer. « Oui, et c'était elle. » La question était directe, sans détour, comme seuls les enfants savent en poser. Antoine prit la main de sa fille dans la sienne. « Oui, Léa,
Ta maman était la fille d'Hélène, ce qui fait d'Hélène ta grand-mère. » Les yeux de Léa s'agrandirent, passant de la surprise à l'émerveillement. « Ma grand-mère, vraiment ?» Hélène, incapable de parler, hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. Léa se redressa dans son lit et tendit les bras vers Hélène, l'invitant à l'étreindre. Ce geste, si simple et si pur, brisa le dernier barrage retenant les émotions d'Hélène. Elle serra sa petite fille contre elle, pleurant silencieusement toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant ces semaines d'incertitude. « Ça veut dire que tu vas rester avec nous pour toujours ?» demanda Léa, la voix étouffée contre l'épaule d'Hélène. « Si ton papa est d'accord, » répondit-elle en cherchant le regard d'Antoine. Il observait cette étreinte, ému par la simplicité avec laquelle sa fille acceptait cette révélation. Il avait craint sa réaction, imaginant confusion et rejet, mais les enfants ont cette capacité extraordinaire d'accepter l'amour sous toutes ses formes. Sans les complications que les adultes y ajoutent, « Bien sûr que je suis d'accord, » dit-il doucement. « Ta grand-mère a cherché ta maman pendant très longtemps. Maintenant, elle t'a trouvé, toi. » Cette nuit-là, Léa s'endormit paisiblement, le visage serein. Hélène et Antoine quittèrent sa chambre en silence. Tous deux conscients qu'ils venaient de franchir une étape cruciale. « Merci », murmura Hélène dans le couloir. « Merci de lui avoir dit la vérité. » Antoine sourit faiblement. « C'est Claire qui aurait voulu qu'on le fasse. Elle détestait les mensonges et les secrets. Comme sa fille. »« Apparemment, » répondit Hélène, « elle a tout de suite compris. Les liens du sang, Madame Traverse, ils sont plus forts que tous les mensonges du monde. » 1 mois s'était écoulé depuis la révélation faite à Léa. L'automne s'installait doucement sur Lyon, teintant le jardin de la demeure blanchée d'ocre et de rouge. Hélène avait pris l'habitude de passer presque tout son temps dans la grande maison, ne rentrant que rarement dans son petit appartement de banlieue. Ce matin-là, Antoine l'avait invitée à ranger les affaires personnelles de Claire. Depuis la mort de sa femme, il n'avait jamais eu le courage d'y toucher. Et la chambre qu'elle utilisait comme bureau était restée intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps. « Je pense que c'est à vous de décider ce qu'il faut garder », lui avait-il dit en lui tendant la clé de la pièce. « Pour Léa, plus tard, et pour vous aussi. » Hélène se tenait maintenant au milieu de cet espace qui respirait encore la présence de Claire. Des livres s'empilaient sur le bureau en acajou. Une tasse à café à moitié vide attendait toujours d'être lavée. Sur les murs, des photographies encadrées et des diplômes témoignaient d'une vie riche en accomplissements. C'était comme entrer dans l'intimité de sa fille, une intrusion à la fois douce et douloureuse. Elle commença par les étagères, effleurant du bout des doigts les livres annotés de la main de Claire, des œuvres littéraires, principalement la poésie d'Apollinaire, comme l'avait mentionné Antoine, mais aussi Prévert, Baudelaire, Emily Dickinson en version originale. Claire maîtrisait visiblement plusieurs langues. Sur le bureau reposait un carnet relié en cuir, servant apparemment de journal intime. Hélène hésita. Avait-elle le droit de lire les pensées les plus intimes de sa fille, avant qu'elle ne puisse prendre une décision? La porte s'entr'ouvrit, et la tête d'Antoine apparut dans l'embrasure. « Pardonnez-moi de vous déranger. Je voulais juste vous dire que je dois sortir avec Léa pour son rendez-vous chez le dentiste. Nous serons de retour dans environ 2 heures. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je continue ici. » Restée seule, Hélène se décida finalement à ouvrir le journal. « Pardonne-moi, ma fille », murmura-t-elle avant de tourner la première page. Les premières entrées dataient d'une dizaine d'années. Claire y racontait sa rencontre avec Antoine, leur premier rendez-vous, l'évolution de leur relation. Son écriture était élégante, précise, reflétant son esprit structuré. Mais derrière les mots se cachait une sensibilité à fleur de peau. Hélène tourna plusieurs pages, ne voulant pas s'attarder trop longtemps sur ses moments intimes. Elle s'arrêta sur une entrée datée de quelques mois avant la naissance de Léa. « Aujourd'hui, j'ai senti mon bébé bouger pour la première fois. C'était comme une caresse de l'intérieur, un petit rappel que je ne suis plus seule dans mon corps. Je me demande si ma mère biologique a ressenti la même chose quand elle me portait. A-t-elle pleuré en me tenant dans ses bras pour la première et unique fois? A-t-elle regretté sa décision de m'abandonner? J'aimerais tant savoir. » Hélène dut s'interrompre, incapable de continuer. Sa vision se brouilla de larmes. Claire avait pensé à elle, s'était interrogée sur elle. Elle n'avait jamais été complètement absente de son esprit. Après avoir essuyé ses yeux, elle continua sa lecture, sautant parfois plusieurs pages. Les entrées après la naissance de Léa étaient en plus espacées.
remplie de l'émerveillement d'une nouvelle mère, mais aussi de questionnements plus profonds sur les liens familiaux et la transmission. Puis, environ 2 ans avant sa mort, le ton de Claire changea drastiquement. L'écriture devint plus saccadée, moins soignée. Le diagnostic est tombé aujourd'hui, cancer du pancréas, stade avancé, les médecins parlent en mois, pas en années. Comment annoncer ça à Antoine? Comment expliquer à ma petite Léa que sa maman va partir? Hélène sentit son cœur se serrer. Claire avait donc été malade pendant presque 2 ans avant de mourir. Une longue agonie, alors même qu'elle, sa mère, la cherchait toujours sans savoir. Elle tourna encore quelques pages, lisant par bribes le combat de Claire contre la maladie, sa détermination, ses moments de désespoir, son amour débordant pour sa famille. Puis elle arriva aux dernières entrées, écrites d'une main tremblante mais déterminée. J'ai pris une décision aujourd'hui, avant de partir. Je veux connaître la vérité sur mes origines. Les Dufresne m'ont toujours dit que ma mère biologique ne voulait pas de moi, qu'elle m'avait abandonnée volontairement. Mais quelque chose en moi a toujours douté de cette version. Ce vide que j'ai ressenti toute ma vie, cette mélancolie inexplicable. Et si elle m'avait cherché? Et si elle me cherchait encore? La page suivante contenait des notes éparses, des noms d'agences d'adoption, des numéros de téléphone. Claire avait commencé ses propres recherches. La dernière entrée, datée de 3 semaines avant sa mort, était accompagnée d'une enveloppe glissée entre les pages, adressée à Antoine. Elle portait la mention « À n'ouvrir qu'après ma mort. Quand tu seras prêt ?» Hélène contempla l'enveloppe. Intacte, Antoine ne l'avait jamais ouverte. Était-ce par douleur, par peur de ce qu'elle contenait, ou simplement parce qu'il ne s'était jamais senti prêt? La porte du bureau s'ouvrit à nouveau, faisant sursauter Hélène. « J'ai oublié le carnet de santé de Léa », expliqua Antoine en entrant. Son regard s'arrêta sur le journal ouvert et l'enveloppe que tenait Hélène. Il pâlit légèrement. « Vous l'avez trouvée », dit-il simplement. « Vous ne l'avez jamais ouverte ?» Il secoua la tête. « Je n'ai pas pu, pas tout de suite après sa mort. Et ensuite, j'ai eu peur, je crois. Peur de ce qu'elle avait à me dire, et que je n'étais pas prêt à entendre. » Hélène lui tendit l'enveloppe. « Je pense que c'est le moment, Antoine. Claire voulait retrouver sa mère biologique. Elle avait commencé des recherches avant de... »« Je sais, » l'interrompit-il doucement. Son médecin m'a parlé de sa requête de consulter son dossier d'adoption. Mais elle était déjà trop faible pour poursuivre. Et je... Il s'interrompit, comme assailli par la culpabilité. J'aurais dû continuer pour elle. J'aurais dû vous trouver plus tôt. Hélène secoua doucement la tête. Le destin nous a réunis exactement quand il fallait, ni trop tôt, ni trop tard. Antoine prit une profonde inspiration et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs pages couvertes de l'écriture de Claire, il commença à lire à voix haute. « Mon amour, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. J'espère que tu as pris le temps nécessaire pour commencer à guérir avant d'ouvrir cette lettre. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai découvert récemment et qui a changé ma perception de ma propre histoire. Mes parents adoptifs ne m'ont pas dit toute la vérité. Grâce à une assistante sociale qui a bien voulu contourner quelques règles, j'ai appris que je n'ai pas été abandonnée volontairement. Ma mère biologique ne m'a pas confiée à l'adoption de son plein gré. J'ai été vendue, Antoine, vendue par mon père biologique à un réseau d'adoption illégal. Ma mère m'a cherchée. Pendant des années, elle a essayé de me retrouver. Elle cherche peut-être encore. Son nom est Hélène Travers. Du moins c'était son nom à l'époque. Elle vivait en Bretagne, dans un petit village appelé Carloarn. Antoine s'interrompit, levant les yeux vers Hélène dont le visage était inondé de larmes silencieuses. « Elle savait », murmura Hélène. « Ma Claire savait que je la cherchais. » Antoine reprit sa lecture, la voix tremblante. « Je n'ai pas eu le temps de la retrouver. La maladie va plus vite que mes recherches. Mais j'ai une dernière volonté, mon amour. Si cette femme existe encore, si elle me cherche toujours, trouve-la. Pour Léa, notre fille a le droit de connaître sa grand-mère. Cette femme qui m'a tant aimée, qu'elle n'a jamais abandonné l'espoir de me retrouver, ne laisse pas la souffrance et le deuil t'empêcher de faire ce qui est juste. Cette femme a été privée de sa fille, ne la prive pas de sa petite fille. Je sais que c'est beaucoup demandé, que cela pourrait rouvrir des blessures que tu essaies de refermer, mais fais-le pour moi, pour Léa, et pour cette femme qui a perdu tant d'années de ma vie. Je t'aime infiniment, et je vous aimerai toujours. Toi et Léa, où que je sois,
Je veillerai sur vous, Claire. » Quand Antoine termina la lecture, un silence lourd s'installa dans la pièce. Le bruit distant de la ville semblait appartenir à un autre monde. « C'est comme si elle avait su, » dit finalement Antoine, « comme si elle avait su que vous viendriez à nous. » Hélène serra la lettre contre son cœur. « Ma fille n'a jamais cessé de me chercher, même à la fin. Et maintenant, c'est elle qui nous a réunis. » À cet instant, le destin semblait avoir bouclé une boucle cruelle mais nécessaire. Claire était partie, mais elle avait laissé derrière elle les mots qui permettraient à sa mère et à sa fille de se retrouver, de construire ensemble un avenir où la mémoire de Claire resterait vivante. Antoine rangea soigneusement la lettre dans son enveloppe. « Je pense que cette lettre appartient désormais à Léa. Quand elle sera plus grande, elle comprendra mieux le miracle qui nous a réunis. » Hélène acquiesça silencieusement. Sa quête n'avait pas été vaine. Claire avait su la vérité avant de partir. Et maintenant, elle avait Léa, ce petit morceau de sa fille qui continuait à vivre et à grandir. La découverte de la lettre de Claire avait fondamentalement transformé la dynamique au sein du manoir Blanchet. Antoine semblait soulagé d'un poids immense, comme si la dernière volonté exprimée par sa défunte épouse lui donnait enfin la permission d'avancer. Quant à Hélène, elle naviguait entre une joie profonde d'avoir retrouvé sa petite fille et le chagrin ravivé d'avoir manqué de si peu les retrouvailles avec sa fille, un samedi matin de novembre. Alors que la première gelée blanchissait le jardin, Antoine convoqua Hélène dans son bureau. Son visage arborait une expression grave qu'elle ne lui avait pas vue depuis plusieurs semaines. « J'ai pris une décision importante », annonça-t-il en lui désignant un fauteuil, « concernant notre situation. » Hélène s'assit, soudain inquiète. Allait-il revenir sur leur arrangement, lui demander de prendre ses distances? « Je veux officialiser votre statut, » poursuivit-il. « Plus de secrets, plus de dissimulation. Vous êtes la grand-mère de Léa, et je souhaite que cela soit reconnu publiquement. »« Que voulez-vous dire exactement ?» demanda Hélène, surprise. « Je veux organiser une réception ici, au manoir, y inviter ma famille, mes amis proches, les anciens amis de Claire, et vous présenter officiellement comme la mère biologique de Claire et la grand-mère légitime de Léa. » Hélène resta silencieuse un moment, mesurant les implications d'une telle annonce. « Votre famille ne risque-t-elle pas de s'y opposer? D'après ce que vous m'avez dit, votre père était impliqué dans l'adoption illégale de Claire? » « Oui, » termina Antoine. « Mon père est décédé il y a 5 ans, mais ma mère, mes oncles et tantes, mes cousins, ils font tous partie de ce cercle qui a, d'une manière ou d'une autre, contribué à vous séparer de votre fille. Il est temps qu'ils assument leurs responsabilités. » La détermination dans sa voix était impressionnante. Cet homme, qui semblait initialement si réservé, si soucieux des convenances sociales, était prêt à confronter ouvertement sa propre famille pour rendre justice à Claire et à Hélène. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?» s'enquit-elle doucement. « Je ne voudrais pas créer de conflit dans votre famille. Pour Léa, c'est précisément pour Léa que je fais cela, » l'interrompit-il avec fermeté. « Je ne veux pas qu'elle grandisse entourée de mensonges et de secrets. Comme Claire l'a été, je veux qu'elle connaisse la vérité sur sa famille, sur ses origines, et je veux qu'elle soit fière de sa grand-mère, de la femme extraordinaire qui n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver sa fille. » Les yeux d'Hélène s'embuèrent de larmes. Pendant 45 ans, elle avait été vue, au mieux, comme une pauvre femme obsédée par une quête impossible, au pire, comme une folle qui refusait d'accepter la réalité. Et voilà qu'aujourd'hui, un homme de l'envergure d'Antoine Blanchet voulait la présenter au monde comme un exemple de persévérance et d'amour maternel. « Quand voulez-vous organiser cette réception ?» demanda-t-elle finalement. « Dans 2 semaines, le temps de prévenir tout le monde et de faire les préparatifs nécessaires. » Il marqua une pause. « Cela vous laissera aussi le temps de vous y préparer psychologiquement. Ce ne sera pas facile, Hélène. Certains membres de ma famille risquent d'être hostiles. J'ai affronté bien pire dans ma vie, Antoine. » Il sourit, admiratif. « Je n'en doute pas. » Les 2 semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Antoine engagea les meilleurs traiteurs de Lyon et fit redécorer le grand salon. Il insista également pour qu'Hélène s'achète une nouvelle tenue pour l'occasion, l'emmenant lui-même dans les boutiques les plus élégantes de la ville. « C'est beaucoup trop », protesta-t-elle devant une robe en soie bleu nuit dont le prix équivalait à plusieurs mois de son ancienne pension de retraite. « C'est à peine suffisant », répliqua Antoine. « Vous entrez dans cette famille la tête haute. Hélène, je veux que tous ces gens qui vous ont ignoré pendant des décennies voient la femme remarquable que vous êtes. » La veille de la réception,
Alors qu'Hélène lisait une histoire à Léa avant de la coucher, la petite fille lui posa une question inattendue. « Mamie, est-ce que les gens vont être méchants avec toi demain ?» Hélène fut prise au dépourvu. « Pourquoi penses-tu cela, ma chérie ?»« J'ai entendu papa parler au téléphone. Il disait que tante Marguerite était très en colère, et aussi que grand-mère Élisabeth ne voulait pas venir. » Hélène sourit doucement, caressant les cheveux de sa petite fille. Parfois, les adultes ont du mal à accepter certaines vérités, tu sais, surtout quand ces vérités montrent qu'ils ont fait des erreurs. Comme quand j'ai cassé le vase et que j'ai dit que c'était le chat. Hélène rit malgré elle. Un peu comme ça, oui, mais ne t'inquiète pas pour moi, je suis forte, et ton papa aussi. Nous allons affronter tout cela ensemble. Léa hocha gravement la tête. Et moi aussi, je serai avec vous. Si quelqu'un est méchant avec toi, je lui dirai que tu es ma vraie mamie et qu'il doit être gentil. Émue par tant d'innocence et de détermination, Hélène serra sa petite fille contre elle. Tu es vraiment la fille de ta mère, tu sais. Elle aussi avait ce courage, cette droiture. Le jour de la réception arriva finalement. Dès le matin, le manoir fut envahi par une armée de serveurs, de fleuristes et de musiciens. Antoine avait tout prévu dans les moindres détails. Hélène passa la journée avec Léa, se tenant volontairement à l'écart de l'agitation. Quand vint l'heure de se préparer, elle enfila avec une certaine appréhension la robe qu'Antoine lui avait offerte. Le reflet que lui renvoya le miroir la surprit, malgré ses 75 ans, ses cheveux gris coupés courts et les rides qui marquaient son visage. Elle avait une allure digne, presque noble. « Tu es très belle, mamie », déclara Léa qui l'observait depuis le seuil de la chambre, vêtue elle-même d'une jolie robe blanche. « Merci, ma chérie. Tu es magnifique, toi aussi. » Antoine vint les chercher à 19h précises. Lui-même était élégamment habillé d'un costume sombre qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. « Les invités commencent à arriver », annonça-t-il. « Êtes-vous prête, Hélène ?» Elle prit une profonde inspiration. Aussi prête qu'on peut l'être pour affronter son passé. Il lui offrit son bras, et avec Léa de l'autre côté, ils descendirent ensemble l'imposant escalier qui menait au hall d'entrée. Déjà, une trentaine de personnes s'y trouvaient, discutant par petits groupes, un verre à la main. À leur entrée, les conversations s'interrompirent brusquement, tous les regards se tournèrent vers eux, ou plus précisément, vers Hélène. Elle sentit une vague de malaise traverser l'assemblée. Certains visages exprimaient la curiosité, d'autres la méfiance, voire l'hostilité. Antoine s'éclaircit la gorge. « Mes chers amis, ma chère famille, je vous remercie d'être venus ce soir. Comme je vous l'ai indiqué dans mon invitation, cette réception a un objectif particulier. Je souhaite vous présenter officiellement Madame Hélène Travers. » Il marqua une pause délibérée. « Hélène est la mère biologique de Claire, mon épouse bien-aimée. Elle est également la grand-mère maternelle de Léa. » Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Une femme âgée, élégamment vêtue, s'avança. Son expression oscillait entre l'incrédulité et l'indignation. « Antoine, qu'est-ce que cela signifie ? Claire était la fille des Dufresne, cette. Personne ne peut pas être sa mère. » « Pourtant, c'est la vérité, mère, » répondit Antoine d'une voix ferme. « Une vérité confirmée par des tests ADN. Claire a été enlevée à Hélène quand elle n'était qu'un bébé, vendue par son propre père à un réseau d'adoption illégale, ces mêmes réseaux avec lesquels père était en contact. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. La mère d'Antoine pâlit visiblement. « Comment oses-tu salir la mémoire de ton père et celle des Dufresne qui ont élevé Claire comme leur propre fille ? » Je ne salis aucune mémoire, mère. J'établis simplement la vérité, une vérité que Claire elle-même recherchait avant sa mort. Il sortit de sa poche la lettre de Claire et en lut les passages les plus significatifs d'une voix claire. À mesure qu'il lisait, les visages dans l'assemblée passèrent de l'incrédulité à la consternation, voire à la honte pour certains. Quand il eut terminé, il replia soigneusement la lettre et regarda droit dans les yeux ses invités. « Je ne vous ai pas réunis ce soir pour juger qui que ce soit. Ce qui est fait, mais j'ai voulu que vous connaissiez la vérité, et surtout que vous reconnaissiez Hélène comme la mère de Claire et la grand-mère de Léa. C'est son droit, et c'est notre devoir. » Le silence qui suivit le discours d'Antoine était lourd, presque tangible. Les invités se regardaient, mal à l'aise, ne sachant comment réagir à cette révélation fracassante. Hélène restait droite, le menton levé, soutenue par la présence d'Antoine à ses côtés, et la petite main de Léa fermement agrippée à la sienne. La première à briser ce silence
fut Elisabeth Dufresne, la mère adoptive de Claire. Contrairement à ce qu'Antoine avait annoncé, elle avait finalement décidé de venir, peut-être par curiosité ou par défi. C'était une femme élégante d'une 60aine d'années, au visage encore beau malgré les années et le chagrin. Je ne nie pas la possibilité que Claire ait été adoptée dans des circonstances troubles, dit-elle d'une voix parfaitement maîtrisée. Mais de là à prétendre que cette femme est sa mère biologique, Antoine, n'est-ce pas précipité? Ces tests dont tu parles, qui les a effectués, sont-ils vraiment fiables? Antoine s'apprêtait à répondre quand Hélène prit les devants. « Je comprends votre réticence, Madame Dufresne, » dit-elle avec une douceur inattendue. « Vous avez élevé Claire, vous l'avez aimée, personne ne peut vous enlever cela. » Sa réponse sembla désarçonner Elisabeth Dufresne, qui s'attendait visiblement à de l'hostilité. « Claire était votre fille autant que la mienne, » poursuivit Hélène. « Vous lui avez donné ce que je n'ai pas pu lui offrir, une éducation, un foyer stable, de l'amour. Je ne suis pas là pour vous juger ou pour vous prendre votre place dans son histoire. » Un léger murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était pas le discours d'une femme amère ou vindicative, mais celui d'une personne qui avait suffisamment souffert pour comprendre la complexité des émotions humaines. « Alors que voulez-vous, exactement ?» demanda Elisabeth, déstabilisée par cette approche conciliante. « Juste être reconnue comme ce que je suis. La femme qui a mis Claire au monde et qui l'a cherchée pendant 45 ans. Et surtout, être la grand-mère de Léa sans avoir à me cacher ou à prétendre être simplement sa nounou. » À cet instant, Léa intervint avec cette spontanéité propre aux enfants. « Mamie Hélène est très gentille, » déclara-t-elle d'une voix claire qui résonna dans le grand salon. « Et elle fait les meilleures crêpes du monde, encore meilleures que celles de papa. » Quelques rires nerveux éclatèrent, brisant légèrement la tension. Antoine sourit à sa fille, reconnaissant pour cette intervention innocente mais terriblement efficace. La soirée se poursuivit dans une ambiance étrange, oscillant entre malaise et curiosité. Certains invités évitaient soigneusement Hélène, d'autres venaient lui parler, poussés par la fascination pour cette femme qui avait surgi du passé comme un fantôme. Plus tard dans la soirée, alors qu'Hélène s'était isolée un moment près d'une fenêtre, Marguerite Blanchet, la sœur d'Antoine, l'approcha. C'était une femme au visage dur et aux manières autoritaires, qui n'avait pas caché son hostilité depuis le début de la réception. « Vous avez peut-être convaincu mon frère avec votre histoire larmoyante, » commença-t-elle sans préambule. « Mais je tiens à vous avertir. Je n'y crois pas une seconde. » Hélène la regarda calmement. « Je n'ai pas besoin que vous y croyiez, madame. Les tests ADN parlent d'eux-mêmes. Les tests peuvent être falsifiés, » rétorqua Marguerite avec un sourire froid. « Et même s'ils sont authentiques, cela ne fait pas de vous une grand-mère. Une grand-mère, c'est quelqu'un qui est présent depuis le début, pas une inconnue qui surgit de nulle part pour s'incruster dans une famille fortunée. » Hélène sentit la colère monter en elle, mais elle la contint. « Je comprends que vous vouliez protéger votre famille, Madame Blanchet, mais je ne suis pas une menace. Je veux simplement connaître ma petite fille et lui transmettre un peu de sa mère, que j'ai si peu connue. Ne jouez pas les saintes avec moi, » siffla Marguerite. « Nous savons toutes les deux ce que vous cherchez réellement, l'argent des Blanchet, mais je vous préviens, je ne laisserai pas une opportuniste comme vous manipuler mon frère et s'emparer de l'héritage de ma nièce. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Antoine apparut à leur côté, le visage sombre. « Ça suffit, Marguerite, » dit-il d'une voix tranchante. « Je t'interdis de parler ainsi à Hélène. Si quelqu'un doit se sentir honteux ce soir, c'est notre famille, pas elle. Tu es aveuglé, Antoine. Cette femme te manipule. La seule personne qui a été manipulée ici, c'est Claire, » répondit-il sèchement. « On lui a volé sa véritable histoire, sa mère biologique. Je ne permettrai pas que cela continue avec sa fille. » Marguerite le fusilla du regard avant de tourner les talons, visiblement furieuse. « Je suis désolée, » murmura Antoine quand elle fut partie. « Ma sœur a toujours eu un caractère difficile. Ne vous excusez pas, » répondit doucement Hélène. « Je m'attendais à ce genre de réaction. C'est naturel de vouloir protéger sa famille. Mais vous êtes aussi de la famille maintenant, la famille de Claire. » « La famille de Léa. » Ces mots touchèrent profondément Hélène. Après tant d'années de solitude, elle appartenait de nouveau à une famille. La soirée se termina tard dans la nuit. Quand le dernier invité fut parti, Antoine, Hélène et Léa se retrouvèrent dans le petit salon, épuisés, mais soulagés que cette épreuve soit derrière eux.
« Tu as été très courageuse, mamie », dit Léa en se blottissant contre Hélène sur le canapé. « Nous avons tous été courageux ce soir », répondit Hélène en caressant les cheveux de sa petite fille. Antoine les observait, un verre de cognac à la main. Ce n'était que le début, malheureusement. Connaissant ma sœur, elle ne va pas en rester là. « Que voulez-vous dire ?» demanda Hélène, soudain inquiète. Antoine prit une gorgée de son verre avant de répondre. « Marguerite a toujours eu une grande influence sur ma mère, et ma mère siège au conseil d'administration de la fondation qui gère une partie de l'héritage de Léa. Je crains qu'elle ne tente de compliquer les choses. Je n'ai jamais voulu causer de problème, Antoine. L'argent ne m'intéresse pas, vous le savez bien. »« Je le sais, » assura-t-il avec un sourire fatigué. « Mais ma sœur est convaincue du contraire, et elle est prête à tout pour, selon ses termes, protéger les intérêts de la famille. » À peine une semaine plus tard, les craintes d'Antoine se concrétisèrent. Un matin, alors qu'Hélène préparait le petit déjeuner de Léa, la sonnette retentit. C'était un huissier, porteur d'une convocation en justice. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle à Antoine, qui examinait le document, le visage sombre. « Ma mère et ma sœur ont déposé une requête auprès du juge des affaires familiales. Elles contestent de votre aptitude à vous occuper de Léa. Elles demandent une évaluation psychologique et sociale, prétendant que votre âge et votre instabilité émotionnelle pourraient nuire au bien-être de Léa. » Hélène sentit ses jambes faiblir et dut s'asseoir. « Elles veulent m'empêcher de voir ma petite fille. Elles veulent gagner du temps, semer le doute. » Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Mais nous ne les laisserons pas faire, Hélène, je vous le promets. » Dans les jours qui suivirent, Antoine engagea les meilleurs avocats de Lyon, des experts furent consultés, des contre-arguments préparés. Hélène, quant à elle, oscillait entre détermination et désespoir. Après avoir enfin retrouvé un semblant de famille, l'idée de perdre Léa lui était insupportable, un soir, alors qu'Antoine travaillait tard dans son bureau sur leur défense. Hélène vint le rejoindre. Elle semblait avoir pris une décision importante. « Je pense que je devrais partir », annonça-t-elle calmement. Antoine leva brusquement la tête. « Quoi ? Votre famille se déchire à cause de moi. Léa risque d'être traumatisée par ce conflit. Peut-être que si je m'éloigne un temps, les choses s'apaiseront. »« Jamais, » répondit fermement Antoine en se levant. « Jamais je ne vous laisserai abandonner ce combat, pas après tout ce que vous avez traversé. Léa a besoin de vous, Hélène, et moi aussi, d'une certaine façon. » Cette dernière phrase les surprit tous les deux. Un silence étrange s'installa entre eux. Comme si Antoine venait d'ouvrir une porte qu'il n'avait pas encore osé envisager. « Nous allons affronter cela ensemble, » reprit-il plus doucement. « Pour Claire, pour Léa, et pour vous, la vérité et la justice finiront par l'emporter. » Hélène hocha lentement la tête, touchée par sa détermination. « Ensemble, alors ?» Mais le combat ne faisait que commencer, et l'audience au tribunal approchait inexorablement, menaçant de détruire la fragile harmonie qu'ils avaient réussi à construire. Le jour de l'audience arriva, gris et pluvieux, comme si le ciel lui-même reflétait la gravité de l'enjeu. Antoine avait engagé Maître Laurent, une avocate réputée pour son expertise en droit de la famille. Hélène, vêtue d'un tailleur sobre qu'Antoine avait insisté pour lui offrir, essayait de masquer son angoisse derrière un visage impassible. Marguerite et Catherine Blanchet, la mère d'Antoine, attendaient de l'autre côté de la salle d'audience, accompagnées de leur avocat, un homme austère aux lunettes sévères. Elles n'adressèrent pas un regard à Antoine et Hélène lorsqu'ils entrèrent. « Courage !» murmura Antoine en serrant brièvement la main d'Hélène avant qu'ils ne prennent place. Léa avait été laissée à la maison avec Madame Josette. La gouvernante, Antoine avait fermement refusé qu'elle soit présente. Voulant lui épargner le spectacle de sa famille se déchirant devant un tribunal, le juge des affaires familiales, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, entra dans la salle. Après les formalités d'usage, l'avocat de Marguerite et Catherine prit la parole. « Votre honneur, nous sommes ici pour protéger les intérêts d'une enfant de 6 ans, Léa Blanchet, qui a déjà subi le traumatisme de perdre sa mère. Aujourd'hui, son père, visiblement fragilisé par le deuil, a permis à une étrangère de s'introduire dans leur vie, prétendant être la grand-mère biologique de l'enfant. » L'avocat détailla ensuite les arguments de la famille, l'âge avancé d'Hélène, son prétendu déséquilibre émotionnel après des décennies d'obsession à rechercher sa fille, sa situation financière précaire et le risque de confusion pour Léa. « Nous demandons une expertise psychologique complète de Madame Travers et... »
Dans l'attente des résultats, la limitation de ses contacts avec l'enfant, conclut-il, Maître Laurent se leva ensuite, calme et précise. Votre honneur, la réalité est bien différente du tableau alarmiste qu'on vient de vous dépeindre. Madame Travers est effectivement la grand-mère biologique de Léa. Comme l'attestent les tests ADN que nous avons versés au dossier, elle a été injustement séparée de sa fille il y a plus de 45 ans, victime d'un réseau d'adoption illégale auquel, ironiquement, certains membres de la famille Blanchet étaient liés. Un murmure parcourut la salle. Maître Laurent poursuivit. Imperturbable, depuis qu'elle a retrouvé sa petite fille, Madame Travers a fait preuve d'un équilibre et d'une bienveillance remarquables. Quant à la prétendue confusion de Léa, les rapports de son institutrice et du psychologue scolaire, également versés au dossier, indiquent au contraire que l'enfant s'est épanoui au contact de sa grand-mère. Le débat se poursuivit, chaque partie présentant ses arguments et contre-arguments. Hélène fut appelée à la barre et interrogée sur son passé, sa santé, ses intentions. Elle répondit avec dignité, sans se laisser déstabiliser par les questions parfois agressives de l'avocate adverse, Madame Travers, demanda le juge vers la fin de l'interrogatoire. « Qu'espérez-vous exactement de cette situation ?» Hélène réfléchit un instant avant de répondre. « Simplement pouvoir aimer ma petite fille, votre honneur, lui transmettre ce que je sais de sa mère, les souvenirs que j'ai pu glaner, les photos que Monsieur Blanchet a eu la gentillesse de partager avec moi. Je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit dans sa vie, je veux juste être présente, comme toute grand-mère le souhaiterait. Et financièrement, avez-vous des attentes particulières concernant la fortune des Blanchet ?» Le regard d'Hélène se durcit légèrement. « Votre honneur, j'ai vécu 75 ans dans une relative pauvreté. Je n'ai jamais eu besoin de luxe pour être heureuse. Ce n'est pas à mon âge que je vais changer. » Le juge hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse. Catherine Blanchet fut ensuite appelée à témoigner, contrairement à sa fille Marguerite. Elle semblait plus résignée qu'hostile. « Madame Blanchet, » commença le juge, « vous contestez la place de Madame Travers auprès de votre petite fille. Pourtant, les tests ADN confirment leur lien biologique. Sur quoi fondez-vous votre opposition ?» Catherine jeta un bref regard vers Marguerite avant de répondre. « Je m'inquiète pour Léa, elle a déjà perdu sa mère. Et maintenant, cette femme surgit de nulle part, prétendant être sa grand-mère. C'est perturbant pour une enfant. Mais votre fils, le père de Léa, semble approuver cette relation. Ne pensez-vous pas qu'il est le mieux placé pour juger ce qui est bon pour sa fille ? Antoine est... » Elle hésita. « Il est encore fragilisé par le deuil. Il cherche peut-être à s'accrocher à tout ce qui lui rappelle Claire. » Les témoignages se succédèrent, y compris celui de la psychologue scolaire qui avait observé Léa ces dernières semaines. Son rapport était sans équivoque, loin d'être perturbé par la présence d'Hélène. Léa semblait au contraire s'être épanouie à son contact. À la fin de la matinée, alors que le juge s'apprêtait à annoncer qu'elle prendrait sa décision dans les jours suivants, la porte de la salle d'audience s'ouvrit brusquement. Madame Josette apparut, tenant Léa par la main. « Je suis désolée. »« Monsieur Blanchet ?» s'excusa la gouvernante, visiblement mal à l'aise. Elle a insisté. Elle a dit que c'était important. Antoine se leva, surpris et contrarié. « Léa, tu ne devrais pas être ici. »« Je veux parler au juge », déclara la petite fille, avec une assurance étonnante. « C'est de moi qu'on parle. »« Non. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Le juge, après un moment d'hésitation, se tourna vers les avocats. « Dans les affaires impliquant des enfants, j'accorde toujours de l'importance à leurs paroles, si leur maturité le permet. » Elle regarda Léa avec bienveillance. « Approche, jeune fille. » Léa s'avança jusqu'à la barre, sa petite silhouette paraissant minuscule dans l'imposante salle d'audience. Antoine et Hélène échangèrent un regard inquiet. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement le juge. « Léa Blanchet. J'ai 6 ans et demi. » « Sais-tu pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui » Léa hocha la tête avec sérieux. « Oui, c'est parce que tante Marguerite et grand-mère Catherine ne veulent pas que mamie Hélène reste avec nous. Et toi, qu'en penses-tu » La petite fille réfléchit un instant, son visage exprimant une concentration intense. « Mamie Hélène est très gentille et... Elle me raconte des histoires sur quand elle était petite en Bretagne. Elle m'a appris à faire des crêpes et des galettes, et surtout, elle me parle de maman. » Sa voix se brisa légèrement sur ce dernier mot. Antoine se redressa, prêt à intervenir, mais le juge lui fit signe de rester assis. « Elle te parle de ta maman »
encouragea doucement le juge. Oui, pas comme les autres qui deviennent tristes ou qui changent de sujet. Mamie Hélène me dit que je ressemble à maman quand elle était petite, même si elle ne l'a pas vue grandir. Et ça me fait du bien, parce que parfois, j'ai peur d'oublier maman. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues d'Hélène. Catherine Blanchet, de l'autre côté de la salle, semblait également émue, contrairement à Marguerite dont le visage restait impassible. « Et comment te sens-tu quand tu es avec Madame Travers, avec ta mamie Hélène ?» Léa sourit, un sourire lumineux qui éclaira toute la salle. « Je me sens bien, comme si un morceau de maman était encore là, et papa aussi, il sourit plus depuis que mamie est avec nous. » Le juge hocha la tête, visiblement touché. « Merci Léa, tu as été très courageuse de venir nous parler. »« Alors vous allez laisser mamie Hélène rester avec nous, » insista Léa. « Je vais prendre ma décision en tenant compte de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, y compris ce que tu viens de nous dire. » Satisfaite, Léa retourna auprès de son père qui l'enlaça tendrement. Hélène leur adressa un sourire tremblant, bouleversée par les paroles de sa petite fille. Le juge annonça qu'elle rendrait sa décision dans les 3 jours. Alors que tout le monde se levait pour quitter la salle, Catherine Blanchet s'approcha d'Hélène, ignorant les protestations de Marguerite. « J'aimerais vous parler, » dit-elle avec une certaine hésitation. En privé, si possible. Antoine, surpris, interrogea sa mère du regard. « C'est important, » insista Catherine. « Pour Léa et pour Claire. » Hélène acquiesça. Intriguée, qu'avait donc à lui dire la femme qui, jusqu'à présent, s'était montrée si hostile à sa présence? Cette conversation inattendue pourrait-elle changer le cours des événements? Le petit café où Catherine avait proposé de rencontrer Hélène était presque vide en ce milieu d'après-midi. Installées à une table discrète près de la fenêtre, les 2 femmes se faisaient une face, séparées par des décennies de silence et d'ignorance mutuelle. « Merci d'avoir accepté cette rencontre », commença Catherine, les mains crispées autour de sa tasse de thé. « Ce que je vais vous dire n'est pas facile pour moi. » Hélène attendit patiemment. Elle avait appris, au cours de sa longue quête, que certaines vérités avaient besoin de temps pour émerger. « Je savais », murmura finalement Catherine. « Pour Claire, pour vous, je savais tout. » Le cœur d'Hélène se serra douloureusement. « Vous saviez qu'elle m'avait été enlevée ?» Catherine acquiesça, le regard fixé sur sa tasse. « Pas dès le début. Les Dufresne nous avaient parlé d'une adoption légale, d'une mère qui ne pouvait pas s'occuper de son enfant. C'est ce que tout le monde croyait. Mais un jour, Charles, mon mari, a laissé échapper quelque chose après avoir trop bu. Comment il avait aidé les Dufresne, les intermédiaires qu'il connaissait, sa voix se brisa légèrement. J'ai compris que l'adoption n'était pas aussi régulière qu'on me l'avait fait croire. J'ai posé des questions. J'ai insisté. Charles a fini par tout m'avouer. La jeune mère en Bretagne. Le mari désespéré prêt à vendre sa propre fille. L'argent qui avait changé de main. Hélène sentit une colère froide l'envahir. Et vous n'avez rien fait pendant toutes ces années, alors que je cherchais ma fille. Vous saviez où elle était et vous n'avez rien dit. Qu'aurais-je pu faire ? La voix de Catherine monta légèrement. Claire était déjà une enfant heureuse chez les Dufresne. L'arracher à la seule famille qu'elle connaissait pour la rendre à une inconnue. Et puis, il y avait la réputation de notre famille, la carrière de Charles. Elle s'interrompit, consciente de la futilité de ses justifications face à la souffrance d'une mère privée de son enfant. « Je me suis menti à moi-même », reprit-elle plus doucement. « Je me suis persuadée que c'était mieux ainsi, que Claire avait eu une belle vie, une éducation privilégiée. Alors pourquoi maintenant ?» demanda Hélène. « Pourquoi ce revirement soudain, après vous être opposé si fermement à ma présence auprès de Léa ?» Catherine releva enfin les yeux. Croisant le regard d'Hélène pour la première fois depuis le début de leur conversation, à cause de ce que Léa a dit au tribunal, et aussi, elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe jaunie. À cause de ceci, Claire me l'avait confiée peu avant sa mort, me faisant promettre de la remettre à Antoine si jamais. Si jamais quelqu'un comme vous apparaissait, les mains tremblantes, Hélène prit l'enveloppe. Elle portait simplement la mention « Pour ma mère biologique, si un jour on se retrouve ». Je n'ai pas tenu ma promesse, admit Catherine. Quand Antoine nous a annoncé votre existence, j'ai paniqué. Cette lettre était la preuve que Claire savait, qu'elle avait découvert notre secret. J'ai laissé Marguerite me convaincre de vous combattre plutôt que de vous accueillir. Hélène fixait l'enveloppe, n'osant pas encore l'ouvrir. Et maintenant,
Maintenant, je vais retirer ma plainte, déclara Catherine avec une résolution nouvelle. Je vais dire à Marguerite de faire de même, bien que je doute qu'elle m'écoute. Ma fille a toujours été rigide dans ses convictions. Elle se leva, récupérant son sac et son manteau. Je vous laisse avec les mots de Claire. Ils vous appartiennent, comme ils auraient toujours dû vous appartenir. Catherine s'arrêta un instant avant de partir. Quand vous aurez lu cette lettre, peut-être pourriez-vous envisager que Léa ait 2 grands-mères. La vie est trop courte pour les guerres inutiles. Claire nous aurait voulu unis. J'en suis convaincue. Sur ces paroles, elle quitta le café, laissant Hélène seule avec cette lettre qu'elle avait attendue toute sa vie sans le savoir. Ce n'est qu'une fois rentrée au manoir qu'Hélène trouva le courage d'ouvrir l'enveloppe. Antoine lui avait aménagé un petit salon privé, et c'est là, dans la solitude et le calme, qu'elle déplia les feuillets couverts d'une écriture fine et élégante. À ma mère biologique, si vous lisez ces lignes, c'est que le destin a finalement décidé de nous réunir, même si je crains que ce ne soit trop tard pour nous connaître. La maladie qui me ronge ne me laisse plus beaucoup de temps, et j'écris cette lettre sans savoir si elle vous parviendra un jour. J'ai récemment découvert la vérité sur ma naissance, pas celle qu'on m'a toujours racontée. Une mère trop jeune et désargentée qui m'aurait abandonnée pour mon bien, mais la vérité brutale, j'ai été arrachée à vous contre votre volonté. Vendue par mon propre père à un réseau d'adoption illégale, cette révélation a d'abord été un choc, puis une douleur lancinante. Toute ma vie, j'ai ressenti un vide inexplicable, un manque que rien ne semblait pouvoir combler, pas même l'amour de mes parents adoptifs ou celui immense d'Antoine et de notre petite Léa. Maintenant je comprends. C'était vous qui me manquiez, cette mère que je n'ai jamais connue, mais dont les bras ont dû m'enlacer avec tant d'amour pendant ces courts mois où nous avons été ensemble. J'ai commencé à vous chercher dès que j'ai appris la vérité. Les démarches sont complexes, les archives verrouillées, les témoins réticents, puis la maladie est venue, accélérant le temps, me volant ces années que j'aurais voulu consacrer à cette quête. Peut-être, en lisant ceci, pensez-vous que j'aurais dû commencer plus tôt, mais comment chercher quelqu'un dont on ignore jusqu'à l'existence? Je ne sais pas qui vous êtes, jeune ou âgé, seul ou entouré, heureuse ou toujours hantée par cette séparation forcée, mais je veux que vous sachiez une chose. J'ai eu une belle vie. Malgré ce vide, malgré cette part manquante, j'ai connu l'amour, la joie, l'accomplissement. Je suis devenue professeure de littérature, passionnée par les mots et leur pouvoir. J'ai rencontré Antoine, mon roc, mon refuge, et j'ai donné naissance à Léa, notre petit miracle, en qui je vois parfois des expressions, des gestes qui ne viennent ni de moi, ni de son père. Peut-être sont-ils de vous. Si vous lisez cette lettre, c'est aussi que vous avez rencontré ma fille. Aimez-la comme vous m'auriez aimé si le destin avait été plus clément. Racontez-lui la Bretagne, vos souvenirs, tout ce que j'aurais dû savoir de vous. Soyez pour elle ce lien précieux avec un passé qu'on a tenté de nous voler. Et si, par miracle, ces mots vous parviennent alors que je suis encore de ce monde, venez à moi, quel que soit le temps qu'il nous reste. Il sera infiniment précieux, avec tout mon amour tardif mais sincère. Votre fille, Claire. Lorsqu'Antoine trouva Hélène, elle tenait toujours la lettre contre son cœur, les joues baignées de larmes silencieuses. Sans un mot, il s'assit près d'elle et l'enlaça doucement, partageant ce moment de communion avec celle qui n'était plus là, mais dont la présence semblait emplir la pièce. 3 jours plus tard, le juge rendit sa décision. La requête de Marguerite et Catherine était rejetée. Catherine avait effectivement retiré sa plainte, et bien que Marguerite ait maintenu la sienne, les témoignages, particulièrement celui de Léa, avaient pesé lourd dans la balance. Pour célébrer cette victoire qui marquait la fin d'un long combat, Antoine proposa de se rendre au cimetière où reposait Claire. C'était la première fois qu'Hélène y allait, n'ayant jamais osé demander à visiter la tombe de sa fille. Le cimetière était paisible en ce début d'après-midi, baigné d'une lumière dorée qui filtrait à travers les arbres. La tombe de Claire, simple mais élégante, était couverte de roses fraîches. Antoine y venait régulièrement. « Je vais vous laisser un moment », dit-il doucement, prenant Léa par la main. « Nous vous attendrons un peu plus loin. » Restée seule face à cette pierre où était gravé le nom de sa fille, Hélène sentit toutes les émotions accumulées pendant ces 45 années de recherche remonter à la surface. La douleur, la colère, l'espoir, et maintenant cette acceptation teintée d'une étrange sérénité. « Ma petite étoile,
murmura-t-elle, effleurant le marbre froid. J'aurais tant voulu te connaître, te voir grandir, t'écouter rire, te consoler quand tu pleurais, mais la vie en a décidé autrement. Elle déposa sur la tombe la petite couverture brodée qu'elle avait conservée toutes ces années. Ce témoin silencieux de leur séparation. Je m'occuperai de Léa, je te le promets. Je lui parlerai de toi, de nous, de cette histoire qui est la nôtre malgré tout. Et un jour, quand mon heure viendra, j'espère que tu seras là, de l'autre côté, à m'attendre. Nous aurons alors toute l'éternité pour rattraper ces années volées. Quand elle rejoignit Antoine et Léa, son visage était serein, apaisé. Antoine lui sourit, comprenant sans mots ce qui venait de se passer. Léa glissa sa petite main dans celle de sa grand-mère. « On rentre à la maison, maintenant ?» demanda-t-elle innocemment. « Oui, ma chérie, on rentre à la maison. » En quittant le cimetière, Hélène ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers la tombe de Claire. Le soleil couchant l'illuminait d'une lueur presque surnaturelle, comme si, de là où elle était, Claire approuvait cette nouvelle famille recomposée autour de sa mémoire. Les retrouvailles des âmes s'étaient finalement produites, différemment de ce qu'Hélène avait imaginé pendant toutes ces années de recherche, mais avec une perfection que seul le destin pouvait orchestrer.